Pour démarrer cet atelier, de demander l'intervention de Jacques Le Goff qui va nous planter le décor en quelque sorte de la notion de travail aujourd'hui, avec toutes les dimensions que cela recouvre, surtout dans le contexte actuel. Donc, je n'en dirai pas plus et peut-être je passe la parole à Jacques Le Goff qui est aussi connecté et qui n'est pas avec nous à Montrouge, mais qui est là. Donc, Jacques, c'est à toi. Je pense que tu… Oui, voilà, oui, on le voit. C'est parfait. Nous voyons Jacques et nous allons l'entendre. Merci. Oui, merci. Bonjour les amis. Je vous salue de Quimper, Quimper-Corentin, où il fait ce matin très, très beau. Je partirai pour cette réflexion rapide, en somme, sur le travail. Je partirai de l'ouvrage de Graeber, David Graeber, qui est paru il y a environ 3 ans, et qui portait un titre très provocateur, Bullshit Jobs, les emplois à la con, où l'auteur américain mettait en évidence l'ampleur insoupçonnée des emplois inutiles dont la raison d'être est de permettre au plus grand nombre de travailler, de continuer à travailler. Et de ce constat très, très troublant, il estime à environ 30-40% les emplois dits inutiles, de ce constat troublant se dégageaient au moins 2 enseignements. D'abord, la réaffirmation de la centralité du travail qui justifie de le préserver autant qu'il est possible. Selon la dernière grande enquête Valeurs de 2018, c'est une enquête qui est menée régulièrement, à périodicité régulière, tous les 2-3 ans, et selon cette enquête de 2018, 62% des Français estiment que, je cite, le travail est très important. Deuxième constat, deuxième enseignement tiré de l'ouvrage de Graeber, il concerne l'urgence de conférer du sens à ce travail, ce qui n'est pas le cas dans les emplois signalés par l'auteur, des emplois générateurs de burn-out, mais aujourd'hui on dit non seulement burn-out, cramé littéralement par le travail, mais on parle aussi de bore-out, c'est-à-dire des emplois tellement ennuyeux qu'ils en deviennent destructeurs. Il y a même un nouveau concept qui vient de sortir, le burn-out, c'est-à-dire celui qui met littéralement hors circuit par l'effet d'une panne, en somme, une panne de circuit dans la vie personnelle, entre vie personnelle et travail. Par conséquent, après avoir cru et souhaité le reflux du travail dans les années 1980-1990, où l'on misait sur la fin du travail, pour prendre le titre du livre très remarqué et éponyme, en somme, de Rifkin, on en est revenu aujourd'hui, indubitablement. Le travail est toujours là, au cœur de la société, et je dirais même dans une position plus solaire que jamais. Je pourrais y revenir plus tard dans la discussion si vous le souhaitez. Ici, je parle essentiellement du travail-emploi. Le travail-emploi, c'est-à-dire cette dépense d'énergie physique, intellectuelle, psychomorale, dans un statut reconnu et encadré par le droit, étant entendu que le champ du travail au sens d'activité est beaucoup plus large que celui-là, comme vient d'ailleurs de le rappeler le pape François dans son livre qui paraîtra la semaine prochaine, Un temps pour changer, quand il invite à, je le cite, reconnaître la valeur pour la société du travail des personnes non salariées. Ce qui veut dire par là, c'est pas nécessairement, ça pourrait être indépendant, après tout, travailleur indépendant. Non, c'est-à-dire le travail qui n'est pas officiellement reconnu et encadré. Il me semble que ce que nous vivons en ce moment dans cette période de confinement n'a fait que confirmer ce qui était pour moi une hypothèse de travail que j'ai essayé d'argumenter dans un petit livre,
qui est celle du retour en grâce du travail depuis environ une vingtaine d'années. Alors, ce retour pose deux questions, mais d'où vient la centralité du travail? Première question. Et deuxième question que je n'aurai pas le temps d'évoquer, jusqu'où? Quelle place faut-il in fine accorder au travail dans l'existence? S'il est important, s'il est central, doit-il pour autant occuper l'espace de manière, je dirais, impériale et impérialiste? C'est une question. Donc, la question qui me retient là plutôt ce matin, c'est le travail. D'où vient sa centralité? Qu'est-ce qui fait qu'il occupe, qu'il maintienne un rôle aussi central? Trois types de raisons, à mon sens, l'expliquent. Première raison, elle est économico-sociale et elle est si évidente qu'il n'y a pas lieu d'y insister. C'est le travail, c'est la production de valeur, c'est la production de richesse, c'est le gagne-pain, comme on dit de façon si expressive. C'est une rémunération et pour 85% des actifs, c'est un salaire. Je rappelle, l'étymologie de salaire, c'est ce qui permet d'acheter le sel qui donne donc goût à la nourriture et à l'existence. Mais cette approche économico-sociale, importante qu'elle soit, demeure encore trop extérieure au travail. C'est le travail pour autre chose que lui-même, en somme. C'est le travail pour des contreparties qui négligent d'une certaine façon sa valeur intrinsèque. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'à la lecture des sondages, que la fonction alimentaire du travail n'est pas déterminante au fond, puisque à la question « si vous aviez suffisamment d'argent pour bien vivre, continueriez-vous à travailler ?» eh bien, une majorité de 47,3% répond « oui ». Si je gagnais au loto, si je fais un héritage fabuleux qui pourrait me dispenser de travailler, néanmoins, je poursuis. Et 39,1% répondaient non, 14% ne se prononçant pas. Ce qui veut dire que le rapport au travail se définit, ou la valeur travail se définit par autre chose que par sa seule valeur instrumentale. Et j'en viens là à la seconde raison. Pour découvrir cet autre aspect de la valeur travail, il faut se placer sur le terrain anthropologique. Sur ce terrain anthropologique où le travail se dévoile comme un langage permettant à chacun d'exprimer une part de son être propre grâce au déploiement de son énergie physique, intellectuelle, morale et même spirituelle dans un effort de transformation du donné de la nature en construit à travers des objets et à travers aujourd'hui de plus en plus des services, bien entendu. C'est une fonction que Hegel, le grand philosophe allemand, et Marx avaient bien mise en valeur, mais je trouve que l'un des meilleurs résumés de cette fonction est donné par Emmanuel Mounier, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mounier écrivant « Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose », et on dirait aujourd'hui en même temps qu'un service. Ce que Jean-Paul II exprimera ainsi dans Laborem Exercens, d'ailleurs assez tardivement, puisqu'il faut attendre pratiquement cette encyclique pour voir apparaître une vraie pensée du travail dans l'Église. Bien sûr qu'on lui a fait sa part par le passé, mais on n'a pas véritablement pensé en tant que tel. Il était pensé pour autre chose que lui-même. Le travail comme expiation, le travail comme participation à la création divine, etc. Mais on ne pensait pas encore le travail dans sa réalité spécifique. Et Jean-Paul II écrit ceci: par le travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, mais encore il se réalise lui-même comme homme et devient plus homme. Donc c'est dire
le potentiel anthropologique, le potentiel humanisant, pourrait-on dire, du travail. Et voilà pourquoi il est si essentiel de conférer du sens au travail par une gestion et un management intelligent. Rien n'est pire que de priver de sens une activité, quelle qu'elle soit. Je citerai ici Camus, sous un travail sans âme, écrivait-il, la vie étouffe et meurt. Tout est dit. C'est le cas aussi dans les fameux bullshit jobs de Graeber que je citais tout à l'heure, où les individus littéralement s'étiolent, se détruisent dans un travail privé de sens. Cela dit, lorsqu'on regarde le point de vue des Français, entre autres, sur le travail, et Dieu sait si en France on accorde une valeur tout à fait centrale et sans doute plus importante même qu'ailleurs, semble-t-il. J'ai été surpris de le découvrir. Si l'on regarde donc les sondages à ce propos, on s'aperçoit que c'est en particulier le sondage de la CFDT, la grande enquête qui a été menée il y a quelques années, qui a réuni plus de 100 000 réponses. Les enquêtés se disaient à 74% heureux ou très heureux dans le travail. Donc il y a là quelque chose d'intéressant à recueillir, mais en même temps, disait-il, nous sommes insatisfaits. Et nous sommes insatisfaits, l'explication, c'est un paradoxe bien entendu, mais l'explication me paraît tenir à ce qu'on se fait une idée si haute du travail qu'on ne peut être que déçu par sa mise en œuvre et sa réalité, même si on y trouve quelques satisfactions au point de se dire heureux. Donc, la perception en réalité du travail dépend directement de la satisfaction qu'on en retire, de la gratification qui l'accompagne, et cette gratification n'est pas, encore une fois, je le répète, simplement matérielle. Et c'est ce qui explique que, au fond, le nombre de ceux qui travaillent le plus, au point de risquer leur santé, sont aussi ceux dont la perception du travail est la plus positive, avec le sentiment de se construire par lui. Je pense par exemple aux artisans qui globalement sont heureux, très heureux de leur travail, et de salariés à responsabilité qui, disent-ils, avec une pointe de fierté parfois mal placée, ne comptent pas leurs heures. Donc, à propos de ce potentiel humanisant du travail, je voudrais faire trois remarques rapides. J'ai encore combien de temps, s'il vous plaît? Oui. Peut-être 5-10 minutes maximum. D'accord, 10 minutes. Maximum, hein. Et avec une question particulière, Jacques, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu peux essayer de monter ton micro ou simplement élever la voix, comme si tu avais 83 étudiants devant toi? Alors, comment monter le micro, là? Paramètres audio? Oui, par exemple. Voilà, est-ce que c'est mieux? Un tout petit peu moins parce que ça sature. Ah, là? Là, ça me semble parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bon? C'est parfait. Bon, ok. Tu peux reprendre, oui. Bon, merci. Alors, non, mais il faut que je retrouve l'image. Voilà, c'est ça. Donc, trois remarques très brèves à propos donc, de cette fonction anthropologique du travail. Pour souligner d'abord cette évidence que le potentiel d'humanisation dépend étroitement de la qualité des emplois, des tâches, de la qualification avec leur part d'initiative et de responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, je n'y insisterai pas, mais je le signale, on peut considérer, avec Serge Pogam, par exemple, et quelques autres, Guillaume Leblanc, que le processus de disqualification sociale qui caractérise la situation des gens au chômage, hors emploi globalement,
ce processus s'initie souvent dans le travail lui-même, la disqualification, c'est-à-dire que le travail peut opérer selon une dynamique de satellisation des individus, lorsque sa qualité est faible. Et ceci confirme d'une certaine façon l'intérêt, la pertinence de la distinction classique qui a été reprise par Hannah Arendt dans son grand livre Conditions de l'homme moderne, la distinction entre le travail comme labeur et le travail comme œuvre, avec d'un côté l'homo laborans, comme elle dit, qui est voué à des travaux répétitifs qui visent essentiellement une fonction biologique, en somme de survie, pourrait-on dire, et l'homo faber, qui au contraire inscrit son intervention sur la nature dans la nature ou dans la relation à autrui, qu'il inscrit dans la durée. Voilà, dans la durée qui est celle de l'œuvre précisément. Donc, mais ce processus de disqualification, bien entendu, qu'on observe trop souvent, n'a rien de fatal, ça va sans dire. Et on peut suivre qu'avec intérêt les efforts menés ça et là pour donner de l'épaisseur au travail. Donner de l'épaisseur au travail, je pense à ce qui a été mené, par exemple, dans le secteur de la grande distribution pour donner de la couleur au travail des caissières, ou bien aujourd'hui, il y a un travail qui est mené pour donner également du grain au travail de téléopérateur qui est parmi les plus fastidieux qui soient. Donc, la qualité. Pardon ? Je suis désolé de t'interrompre. Est-ce qu'il serait possible de remettre le son un tout petit peu moins fort? Apparemment, ça sature. Désolé. Et puis, à ceux qui ont du mal, peut-être qu'ils montent un peu le haut-parleur. Et puis, oui, essayez de monter vos haut-parleurs. On va essayer de trouver la balance. On est. Est-ce que ça va, là? Est-ce que vous pouvez réagir, s'il vous plaît, dans le chat, vérifier que vous avez Oui. une question? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, ben, je maintiens là, d'accord. OK. Donc, deuxième remarque qui va tout à fait dans le même sens, pour observer à quel point toute tâche, si répétitive et pauvre qu'elle soit, peut se trouver transformée et peut-être même transfigurée par l'initiative inventive de celui qui l'assume. Je prendrai deux exemples empruntés au quotidien. Le premier exemple est celui d'un chauffeur de bus croisé à Paris, dans le quartier de la Place d'Italie, qui chante dans son bus. Et ça crée dans ce lieu une atmosphère tout à fait particulière et plaisante, et pour les usagers et pour lui-même. Il a donné, par un petit détail, il a donné de la valeur à son activité. Le second exemple, je l'emprunte au livre de Danielle Linhart, Travailler sans les autres, où elle rapporte que visitant une salaison, et plus précisément l'atelier de boyauderie de cette salaison, qui est un atelier particulièrement fastidieux, vous en doutez, eh bien, elle s'aperçoit que l'équipe de femmes, lorsqu'elle succède à une équipe d'hommes, met à la poubelle le travail qui est entamé pour nettoyer les boyaux. Et elle s'en étonne et elle demande explication. Les femmes lui répondent en chœur, mais lorsque c'est une équipe d'hommes, on estime que le travail n'est pas bien fait. Le travail n'est pas de qualité. Ce qui prouve qu'il est dans le travail, si fastidieux qu'il soit, et c'est le cas, eh bien, il y a une dimension, je dirais, esthétique qui peut être valorisée et qui devrait prendre une place centrale dans les stratégies de valorisation
l'activité. Voilà. Troisième remarque, ici j'aurais pu vous citer la fameuse histoire que tout le monde connaît maintenant et qui montre que pour que le travail prenne tout son sens, il doit être inscrit dans l'ensemble qui lui confère signification, c'est-à-dire dans l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise. Et qui a une bonne intelligence du fonctionnement de l'entreprise, par là même, voit son travail prendre signification. C'est l'histoire, vous savez, des tailleurs de pierre, les trois tailleurs, vous la connaissez, je rappelle très vite. On demande au premier tailleur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, vous voyez bien, je taille des cailloux. Le second, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je gagne ma vie, j'essaie de gagner ma vie. Et le troisième dit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je construis une cathédrale. Voilà. Donc, l'horizon positif de signification, en somme, est ce qui donne du relief et de la réalité, de la consistance au travail. Troisième remarque, on peut penser que l'intellectualisation croissante des tâches, aujourd'hui, est certainement plus propice en théorie et je crois assez largement quand même en pratique, même s'il y a d'autres problèmes qui surviennent, est propice à l'extension de la logique d'œuvre, c'est-à-dire cette logique qui conduit à une meilleure maîtrise de l'activité dans laquelle on peut se reconnaître comme dans un miroir, du fait d'une plus grande implication dans l'activité. La conclusion de cela, qui ne sera pas ma conclusion finale, c'est l'importance essentielle d'une vraie politique du travail. Il est important qu'on reprenne, qu'on rouvre en somme le dossier du travail, et je suis tout à fait d'accord avec Laurent Berger lorsqu'il insiste fortement sur ce point. La troisième fonction du travail, c'est une fonction sociétale qui concerne la capacité de faire société selon une dynamique d'intégration par la communication. Et sous ce rapport, il ne fait pas de doute que le travail demeure encore aujourd'hui le grand intégrateur, comme on l'a si bien dit, et en cela, on peut dire qu'il constitue une sorte de bien commun majeur qui est le socle même du faire société. Dans un rapport déjà ancien du CERC, qui est le Conseil de l'emploi, des revenus, de la cohésion sociale, qui était présidé à l'époque par Jacques Delors, je lis ceci: le travail est le premier facteur de la cohésion sociale. Premier facteur de la cohésion sociale, l'essentiel est dit. Mais alors pourquoi? Pourquoi le travail intègre-t-il mieux, plus que d'autres vecteurs de participation sociale, tels que l'engagement associatif sous la forme du bénévolat ou le travail non économique, le travail de création de soi à travers l'activité, etc. Pourquoi, sans travail, des individus se sentent-ils perdus? Eh bien, je crois que pour aller à l'essentiel, on peut dire que le travail reste le principal agent d'universalisation de l'individu, c'est-à-dire le moyen par lequel la personne s'arrache à sa singularité, à son espace privé, pour devenir commensurable aux autres individus selon une échelle commune, précisément universelle, qui assure une position sociale visible et lisible. D'ailleurs, il est significatif d'observer que lorsque vous passez quelque temps avec des gens, dans le train par exemple, et que vous souhaitez lier conversation, la question qui viendra probablement, une question qui renseigne mais qui en même temps n'est pas trop invasive, ce sera la question: qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre activité? Et cette question répond au souci d'identifier en somme socialement votre interlocuteur et d'être reconnu de lui par le travail
qui constitue en somme l'interface entre le privé et le public. Et le travail devient ainsi un vecteur de communication. Mais il est aussi, et à travers cela, bien sûr, un vecteur de reconnaissance, et dans un triple sens. Reconnaissance au sens d'identification d'autrui et de soi-même dans un espace partagé, selon un idiome commun. Je reconnais autrui, je suis reconnu d'autrui. Première fonction, premier sens du mot reconnaissance. Mais c'est aussi un mot qui est à prendre au sens de considération, puisque c'est le travail qui me permet d'être considéré comme citoyen en plénitude. C'est le travail qui me permet d'accéder à l'espace public de citoyenneté, comme disait si bien Hannah Arendt, comme espace public d'apparition. Et en cela, il est largement le fondement, l'instituant de la citoyenneté, au rebours de ce qui prévalait dans la société grecque, où le fait d'être citoyen, le statut de citoyen, excluait l'activité laborieuse. Et la perte du travail expose, à l'inverse, à l'expérience du déni, de la relégation, à ce que Robert Castel, dans ses grands ouvrages, nommait la citoyenneté négative, et Guillaume Leblanc, l'invisibilité sociale. Le risque est là, le respect est dû, bien sûr, aux citoyens sur le plan politique, politico-social, mais il est plus sûrement assuré par l'emploi qui lui donne. Oui. Je souhaiterais qu'on essaye d'aller vers la conclusion, parce que d'accord. Voilà, s'il te plaît, merci. J'y suis. Dernier sens de la reconnaissance, c'est dans le rapport de soi à soi, le travail signifie estime de soi, respect de soi-même, et ici je renvoie aux analyses très éclairantes de John Rawls dans sa théorie de la justice. C'est dire si le travail demeure essentiel dans sa triple dimension, subjective en termes de reconnaissance, objective en termes de résultats et de performance, dimension qui aujourd'hui tend à prévaloir plus que jamais la performance, etc. Et la troisième dimension, c'est la dimension collective en termes de solidarité ou non. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de la contradiction assez flagrante entre l'interdépendance croissante dans le travail et au contraire l'émiettement et la dissolution des relations sociales, amplifiées probablement et certainement même par le télétravail. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais, ce travail si essentiel dans l'existence, quelle place doit-il occuper? Le travail, dira Mounier, n'est pas toute la vie, ni l'essentiel de la vie de l'homme. Ça résume, à mon sens, très bien, et là c'est un autre volet, un autre versant qu'il faudrait examiner, la place du travail dans l'existence par, je dirais, relativisation, et aujourd'hui relativisation accentuée dans sa nécessité par l'urgence d'un nouveau partage du travail selon une logique de solidarité. Et on va sans doute vers une situation difficile sur le terrain de l'emploi qui va conduire à poser en des termes nouveaux la question de la réduction du temps de travail, sans doute, et la question donc, de la redistribution des emplois. Je terminerai par un mot du père Chenu dans sa théologie du travail, qui était le premier effort de penser le travail en tant que tel en 1953. Le travail n'est pas
l'essence de l'homme, qui est la liberté. Maintenant. Voilà, merci Jacques d'avoir bien attiré notre attention sur l'importance du travail pour chacun de nous, l'importance du travail pour l'organisation de la société. Maintenant, le travail, ce n'est pas que le travail salarié, je crois que vous verrez, on va en reparler tout à l'heure, mais tout ce qui va tourner autour de l'engagement, le bénévolat, etc. Et puis, on pourrait dire que le travail, c'est aussi quelque chose pour lequel il faut qu'on reprenne la main, en quelque sorte, ou du moins qu'on soit des acteurs. Et c'est un peu la finalité de cet atelier, c'est qu'on va vous proposer à la fin des engagements pour faire bouger le travail, si j'ose dire, et pour que vous soyez aussi des acteurs dans l'évolution des règles du jeu du travail. Donc, ça m'amène à vous parler des propositions. Donc, on va passer au slide suivant. Des propositions que les semaines sociales ont retenues pour vous amener à en discuter dans des petits groupes qui vont avoir lieu après. Donc, moi, je fais des propositions et après, vous serez répartis dans des groupes et vous pourrez les développer. Alors, proposition, il y a 3 propositions. Proposition numéro 1, tu peux passer le slide après. Elle est là. Associer davantage, oui, il y a le détail derrière, associer davantage les salariés aux enjeux et au partage de la valeur dans les organisations. Non, pas le 2, le 1. Voilà. Donc, ça part de l'idée, mais Jacques l'a développé, que l'entreprise est un acteur politique, parce que l'entreprise a finalement, l'entreprise, le lieu de travail, mais on a vu que ça pouvait être aussi des associations, ça pouvait être autre chose. Quand tu dis un acteur politique, c'est que c'est un acteur qui a un impact fort sur la vie des gens au quotidien, sur l'organisation de la vie des gens, l'organisation de la vie d'un territoire. On voit bien quand une entreprise ferme dans un territoire, c'est un drame pour tout le territoire et pas pour uniquement le salarié. Donc l'entreprise est un acteur politique, je crois que c'est une dimension qu'il faut bien avoir en tête et qui fait que ses décisions ne concernent pas que uniquement ses actionnaires et ses salariés. Donc elle peut être l'un des lieux où se construit le lien social autour d'un projet commun. Jacques l'a largement développé. La pandémie, évidemment, nous a montré l'urgence de consolider ou de renforcer cette réalité par des mesures fortes. Donc, on a retenu quelques idées là, sur ce thème-là au niveau des semaines sociales. Donc, l'obligation de mise en place de la participation et de l'intéressement dans les PME. Je vais les citer puis je les développerai après. L'incitation à ouvrir 10% du capital aux salariés avec des représentations au conseil d'administration, toutes les entreprises et l'abondement qui va bien avec. Ensuite, l'association des représentants des salariés dans les instances de direction des entreprises du secteur public. Alors, je reprends le premier point, l'obligation de la mise en place de la participation et de l'intéressement. Ce n'est pas nouveau, la participation est une invention du général de Gaulle, donc c'est une très vieille histoire qui a été inventée dans une France d'après-guerre qui était très industrielle, donc les caractéristiques ont un peu changé, mais l'idée est toujours la même. Ça s'est bien développé, ça a été étendu à plus d'entreprises dans la loi Pacte ou récemment. Nous pensons qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dedans. Bon, donc pour ce qui est de la participation des salariés au résultat de l'entreprise. C'est le dossier du partage de la valeur. Bon, et la notion d'intéressement est finalement un outil de management qui permet aussi de motiver les salariés par des critères de calcul de l'intéressement qui sont liés à leur activité donc plus proche du terrain. Que la participation s'appuie sur les résultats, le bénéfice fiscal de l'entreprise, qui est d'ailleurs un sujet. L'incitation à ouvrir 10% du capital aux salariés avec des représentations au conseil d'administration pour toutes les entreprises. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est déjà dans le tuyau, mais nous pensons qu'il faut aller plus vite et plus loin et plus fort. Donc les entreprises peuvent faire quelque chose en ce sens par l'intermédiaire de l'amendement qui représente en quelque sorte une espèce d'assurance contre des variations de cours, parce qu'il faut penser aussi que c'est une prise de risque qui peut devenir très importante
Si les salariés mettent tout leur épargne dans le capital de l'entreprise, ils sont en risque. Donc, nous ne demandons pas à ce que la totalité des risques soit mise sur l'entreprise, mais que les salariés essayent de réserver une partie de leur épargne à l'association, au capital des entreprises. Et évidemment, ça s'accompagne de la présence dans les conseils d'administration. D'ailleurs, cette revendication a été largement bien entendue et reprise dans la récente loi Pacte, pas forcément liée d'ailleurs à la présence des salariés au capital. Donc, les salariés peuvent être au conseil d'administration à deux titres, soit au titre d'actionnaires, soit au titre simplement de salariés de l'entreprise. Donc voilà, le troisième point, l'association des représentants des salariés dans les instances de direction des entreprises du secteur public. Oui, nous avons pensé faire un paragraphe spécifique pour le secteur public, puisque les notions qui s'appliquent aux entreprises ne sont pas forcément les mêmes. Mais là aussi, il y a déjà des initiatives dans ce domaine, et je pense que ça pourrait être plus généralisé. Voilà pour la proposition numéro 1. Ensuite, on peut passer à la proposition numéro 2. Là, voilà. Obligation de respecter un rapport de 1 à 20 entre la rémunération nette du plus bas salaire et celle du plus haut salaire au sein de la même structure. Donc là, il y avait un détail de mémoire, il me semble. Voilà. La pandémie a mis en évidence l'écart entre l'utilité sociale et la rémunération du travail. S'il est difficile d'établir un lien objectif et universel entre rémunération et valeur sociale, certains écarts et l'existence de très bas salaires sont immoraux et injustifiés. Nous avons pesé nos mots et donc nous les assumons totalement, hein, immoraux et injustifiés. Donc, il est proposé une obligation de respecter un rapport de 1 à 20 entre la rémunération nette du plus bas salaire et celle du plus haut salaire au sein d'une même structure. Alors, une suggestion, les contrevenants seraient lourdement fiscalisés sur le dépassement pour nourrir un fonds de solidarité dédié au retour à l'emploi. Donc là, on adresse un sujet qui est sur la table déjà depuis longtemps, la question de la hiérarchie des salaires, sur lequel on a déjà fait pas mal de progrès en matière de transparence. Donc, la loi Pacte et des textes même avant ont obligé les entreprises, du moins les plus grandes, à publier, donc à informer les actionnaires dans les assemblées générales de ces sujets-là. Donc, on a gagné en transparence, c'est certain, mais on n'a pas finalement peu ou pas modifié les écarts qui restent encore très, très importants. Donc, l'élément nouveau, c'est que les entreprises sont regardées sur ce sujet-là. Donc, les actionnaires doivent s'exprimer, mais pour l'instant, ils s'expriment de façon insuffisante pour arriver à faire changer le cours des choses. Alors, il y a eu des initiatives prises par les pouvoirs publics sous le gouvernement précédent où on a plafonné les rémunérations des entreprises publiques à 450 000 euros, donc EDF par exemple, etc. Donc, ça répond un peu à l'objection qu'on nous fait souvent, qui est de dire si vous ne payez pas les dirigeants à un niveau suffisant, ils s'en iront aux États-Unis. Voilà, après, chacun fera sa part des choses là-dedans, mais il semblerait quand même qu'on puisse arriver à trouver en France des dirigeants de très belle qualité sans avoir des salaires complètement immoraux et injustifiés, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, voilà, il y a encore des progrès à faire. Donc, le 1 à 20 est évidemment très ambitieux parce qu'on part de 1 à 1000 actuellement, ou 500, enfin entre 500 et 1000. Donc, arriver à 1 à 20, ça ne sera certainement pas en 5 minutes. Ce sera certainement, on peut le comprendre, quelque chose de lent. Mais il faut quand même avoir cette idée-là en tête. Et donc, on a gagné en transparence. Maintenant, il faut que le mouvement continue. Et ça repose beaucoup sur les actionnaires qui sont souvent, ils ne votent pas ou ils ne votent pas aux assemblées générales où ils se désintéressent du sujet. Je pense que si on vous propose des engagements, ça peut être un des engagements en tant qu'actionnaire, vous avez tous de l'épargne, j'imagine, et vous êtes tous peut-être plus ou moins sollicités pour voter à des assemblées générales. Vous avez la possibilité de vous exprimer sur ces sujets-là.
D'autre part, nous voulons que le raisonnement soit fait en net et non pas en brut. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la presse, ce sont toujours des annonces sur le brut, alors qu'en fait, le net et donc la fiscalité vient corriger quand même sensiblement tout ça. Enfin, ça reste quand même dans des proportions qui sont difficilement vendables et qui sont, c'est notre avis, immoraux et injustifiés, c'est-à-dire qu'ils sont destructeurs du lien social, puisque c'est le centre de notre réflexion dans cette session annuelle. On passe peut-être au troisième slide. J'accélère un peu parce qu'il faut qu'on tienne aussi le délai. Donc, sécurisation des parcours professionnels et de vie et lutte contre la précarisation du travail. Le slide d'après, le voilà. Alors, il est proposé de valoriser davantage, sous forme de trimestre retenu dans le calcul de la retraite, les formes d'activité non salariées, que sont les congés parentaux, l'activité associative, les congés d'aidants, la création d'entreprises, etc. Enfin, on peut rajouter d'autres choses. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas que le travail salarié, et toutes ces formes non salariées représentent des volumes très importants qui ne sont pas comptabilisés dans le produit intérieur brut, dans le PNB de la France, alors qu'en fait, il y a une valeur ajoutée très forte dans toutes ces activités. Et ces activités, aujourd'hui, échappent à tout, ne sont reconnues par personne, etc. Donc, alors, ça rejoint évidemment l'idée évoquée par le pape récemment sur le salaire universel. Enfin, voilà, mais bon, nous, on a parlé de trimestre retenu dans le calcul de la retraite. C'est une façon de reconnaître les choses. Le deuxième point, faire du compte personnel de formation un levier d'éducation permanente autant que d'adaptation au métier, en particulier au départ de la vie professionnelle. Donc, nous proposons d'abonder le compte personnel de formation d'un montant inversement proportionnel aux années d'études réalisées. Alors, le compte personnel de formation, pour que tout le monde soit à peu près au niveau là-dessus, c'est un compte qui s'exprime en euros, qui est détenu par tous les salariés, sur lequel il y a de l'argent, entre guillemets, qui est utilisable pour des formations qui sont, c'est pas n'importe quoi, n'importe quelle formation, c'est des formations qui sont répertoriées dans un répertoire national et qui donc ont été en quelque sorte labellisées, retenues. Donc, tous les salariés disposent de ça. C'est un compte qui va les suivre d'une entreprise à l'autre et donc qui pourront utiliser, mettre en œuvre pour soit changer de métier, soit se parfaire dans un métier, que sais-je, etc. Et donc, ça reste à leur main. Donc, l'idée, ce serait d'utiliser ce moyen. Je rappelle qu'il a été mis en place par Muriel Pénicaud, le ministre du Travail précédent. Donc, c'est un vote d'il y a 1 an ou 2, ou quelque chose comme ça, qui a mis en place tout ça. Et donc, nous proposons qu'il y ait un peu plus d'argent dessus, en particulier pour les jeunes qui arrivent enfin, les jeunes, d'ailleurs, pas uniquement les jeunes, mais donc ceux qui auraient besoin, plus que d'autres, de parfaire leurs connaissances au cours de leur vie. Donc, il est inversement proportionnel aux années d'études réalisées. Troisième point, au-delà des 10% de contrats précaires dans une structure donnée, qu'il y ait un abondement obligatoire à un fonds de solidarité dédié à un retour à l'emploi. Alors là, on ouvre évidemment le sujet de la précarité des emplois, des tentations, de la tentation d'entreprises de ne pas s'engager sur le long terme en signant des CDI, parce qu'effectivement, un CDI, une fois qu'il est signé, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, la tentation est forte de travailler avec des intérimaires ou des CDD, ou voire même des auto-entrepreneurs, puisque c'est des choses qui se développent malheureusement. Et donc là, on ne voudrait pas interdire les auto-entrepreneurs, mais on voudrait simplement qu'il y ait une incitation à contrôler tout ça. Donc, nous suggérons un fonds de solidarité dédié à un retour à l'emploi. Mais je sais que quand on interroge les chauffeurs Uber, la réponse n'est jamais très claire entre être salarié ou être complètement autonome. Donc voilà les 3 propositions. Du point de vue timing, on est à peu près dans les temps.
Et donc, alors je vois qu'il y a plein de remarques, mais je ne vais peut-être pas les traiter toutes. Il faut maintenant, peut-être, on va plutôt passer, quelle heure est-il? Oui, il est 55, oui. On va passer à la phase d'après. Donc là, vous avez tous plein de questions, des remarques, etc. On peut essayer de prendre des questions. On peut en prendre quelques-unes, peut-être tu les as vues, toi. Ouais, il y a une question qui revient beaucoup, parce que dans les propositions qui sont faites, elles sont tout à fait destinées à des entrepreneurs ou à des salariés. Et on parle plus de l'emploi précaire, notamment pour les personnes Uber, donc des auto-entrepreneurs qui sont finalement assez seuls. Et les questions sont plutôt est-ce qu'il y a des propositions, des choses à faire pour mieux les accompagner? Alors, il y a toute une négociation actuellement aujourd'hui. Donc, nous suggérons que les entreprises soient pas dissuadées, mais en tout cas qu'elles soient conscientes que développer la précarité du travail, ce n'est pas complètement neutre et donc elles vont le sentir dans leur compte d'exploitation. Et c'est plutôt maintenant, il y a aussi certainement à trouver un juste équilibre entre la statut d'auto-entrepreneur ou la protection du Code du travail est complètement absente et le statut de salarié où au contraire les protections sont très larges, sont très fines puisqu'il y a 3000 pages dans le Code du travail. C'est bien pour protéger le salarié qui est dans une relation de dépendance avec son employeur. Donc, il y a certainement un chemin à trouver entre les deux. Il y a des travaux qui sont conduits là-dessus. Mais voilà, dans un premier temps, si au moins on pouvait faire prendre conscience qu'il y a une vraie responsabilité à faire travailler des gens dans des conditions précaires. Et je pense un autre point qui ressort dans les questions posées, c'est la mondialisation. Merci de faire attention avec votre micro. Vous allez bientôt pouvoir les ouvrir, ne vous inquiétez pas. La mondialisation qui fait que tout ne se passe pas nécessairement que dans un pays. Tu l'as souligné notamment tout à l'heure sur la possibilité d'avoir un salaire de 1 à 20. Est-ce que tous les grands patrons vont partir aux États-Unis pour travailler et gagner plus d'argent? Sur le point mondialisation, il y a beaucoup de questions. Des éléments de réponse là-dessus. Bon, alors, il est, je crois, certain que la France est assez, peut-être en avance, en tout cas, elle n'est pas en retard sur ce dossier de la dimension politique des entreprises que j'évoquais tout à l'heure, donc sur l'importance du travail dans la vie des gens et dans la vie des sociétés, dans la construction de la société. Donc la France a compris ça depuis très longtemps, enfin depuis à mon avis une bonne vingtaine d'années. Ça se traduit par, sur le plan financier par exemple, il y a tout ce qui va tourner autour de l'investissement socialement responsable. On commence maintenant à en parler, ça devient un sujet grand public. Et donc on dit aux épargnants que vous êtes tous, que nous sommes tous, vous avez dans vos décisions d'investissement, vous avez un pouvoir, le pouvoir de flécher vos capitaux vers telle ou telle entreprise qui est responsable ou qui ne l'est pas, qui se comporte de façon responsable ou qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un pouvoir. Et donc ces idées-là commencent à se répandre. Elles se répandent bien en Europe, puisque tout ça est repris. La France est assez en avance, je crois, mais l'Allemagne l'a entendu, l'Angleterre à sa façon. Donc il y a pas mal de choses qui se font au niveau européen. Au niveau de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada a compris aussi pas mal de choses. Les États-Unis, je ne vais pas dire qu'ils font rien, mais il y a encore du chemin à parcourir. Bon, donc voilà, le mouvement est mondial et effectivement, le risque que les dirigeants qui estiment qu'ils auraient un salaire meilleur outre-Atlantique, il existe. Il ne nous paraît pas dramatique, si j'ose dire. Et donc, c'est un risque qu'on peut prendre, sachant que nous avons aussi à offrir la qualité et le modèle social français et européen et la qualité des relations sociales que nous avons dans notre pays. Donc le risque existe, oui, mais je pense que ce n'est pas pour une bonne raison pour ne rien faire, d'autant plus que le mouvement prend beaucoup d'ampleur et que nous ne sommes plus seuls.
moi, ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de ces questions-là. Il y a une vingtaine d'années, c'est un sujet qui n'intéressait personne. Et aujourd'hui, on voit que le grand public, surtout dans les décisions d'investissement, dans la façon dont les gens jugent leur entreprise, jugent leur fonctionnement, et Jacques Le Goff nous l'a encore bien rappelé également, les salariés sont très demandeurs de sens, et donc ils comprennent de moins en moins d'être salariés d'une entreprise qui n'est pas un acteur politique responsable et engagé dans la société. Donc la sanction vient des salariés, la sanction vient des investisseurs, la sanction vient des consommateurs, on vous le rappellera tout à l'heure. En tant que consommateur, vous avez un pouvoir également de vous détourner de telle ou telle entreprise, de tel ou tel produit qui, alors maintenant, effectivement, il y a pas, tout ça n'est pas encore n'est pas devenu quelque chose de mondial, mais je pense que le mouvement est lancé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres… En fait, je vais prendre la question de Nathalie parce qu'elle est parfaite pour faire de la transition. Peut-on abonder avec d'autres propositions? Ça permet d'introduire comment va se dérouler à partir de maintenant. Donc, la deuxième partie de notre matinée, donc avec un certain nombre de témoignages associatifs ou d'expériences collectives qui finalement ont toute une finalité, c'est de vous proposer des engagements, de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui produisent et qui sont efficaces. Donc, on va donner la parole successivement à Jean Bonneman qui va nous parler de solidarité nouvelle face au chômage. Ensuite, nous aurons Patrice Bonny qui nous parlera de territoire zéro chômeur. Et enfin, nous aurons Geoffrey Caillon qui est un délégué syndical de Total qui nous parlera d'une expérience intéressante de restructuration d'un site industriel. Voilà, et puis peut-être je reprendrai la parole pour attirer votre attention sur des engagements personnels que vous pourriez prendre. Donc voilà, ça va nous conduire jusqu'à midi. Et à midi, de nouveau, on vous remettra dans des petites salles, entre guillemets. Et là, vous pourrez débattre de ces propositions entre vous avec de nouveau un Framapad à remplir, enfin un document à remplir. Donc là, on va essayer de passer la parole à Jean Bonneman. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, Jean, t'entend, Jean. Parfait. On ne me voit pas, mais j'ai devant moi les planches que je vais vous présenter. Donc, on verra tout à l'heure si vous voulez. On va mettre les planches à l'écran. Mais là, oui. Alors, en fait, on voit ton front exactement. Je suis un peu bas, comme ça, si on voit mieux. Non, comme ça. Ça doit être mieux comme ça. Exactement. Et règle un peu ton micro parce que c'est un peu fort. Que… Je vais m'écarter. Non, je baisse mon micro, mon haut-parleur peut-être. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Bon, on va essayer de passer. Alors, bouge pas. Partager l'écran, mais tu fais le slide après. Ça commence par le chômage n'est pas une fatalité. Ok. Voilà, bah, écoute, voilà là c'est à l'écran. Parfait. Alors, en deux mots, d'abord, merci de nous accueillir au nom de, je représente Solidarité Nouvelle face au chômage. Ce que nous vous proposons, c'est un engagement à la fois personnel, citoyen et aussi collectif. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce que nous avons lancé il y a maintenant plus de 35 ans, en 85, février 85, est une organisation citoyenne avec des engagements personnels de bénévoles et une méthode d'action qui s'est progressivement mise en place et qui est maintenant efficace et qui doit être connue par quelques-uns des participants à cette session, parce que j'ai vu des noms de gens que je reconnais dans cette affaire. Jean. Oui. Question, il y a une sorte d'écho. Est-ce que tu as deux micros ou deux haut-parleurs en route? Je ne pense pas. J'ai peut-être laissé en place un des deux programmes, mais je ne sais pas me débarrasser du bon. Ah oui, il ne faut pas laisser en deux connexions sur Zoom. Alors, je suis embêté, qu'est-ce que je vais supprimer? Comme ça, est-ce que c'est mieux? Non, il y a toujours un peu d'écho. Tu peux peut-être baisser le haut-parleur de l'ordinateur. Oui, d'accord. Je vais baisser le haut-parleur de l'ordinateur. Comme ça, attendez, zut, une seconde. Excusez-moi. C'est parti. Comme ceci, vous m'entendez? Je laisse les participants à donner leur avis sur le chat. Ça va à peu près.
crois qu'on Comme ceci. on va continuer comme ça. Je vais essayer encore. Oui. Ok, bon. Bon, Tu as prévu une clochette pour que je passe les slides? oui, de toute façon, je pense que les planches se présenteront assez bien le sujet. Donc, je passe tout de suite à la première planche. Voilà, et tu essayes de tenir en 10 minutes. Hein. Oui, oui, tout à fait. 10 minutes, il n'y a pas de problème. Donc, comment dire, SNC est une association créée en 1985. Je précise qu'elle est apolitique et aconfessionnelle. Notre président actuel s'appelle Gilles Delabarre, mais je pense que certains d'entre vous connaissent le fondateur de départ, qui est Jean-Baptiste de Foucault, qui est toujours membre de SNC et qui a fait beaucoup d'autres actions citoyennes, sociales et politiques et spirituelles. Alors, de quoi partons-nous? Nous sommes partis de la conviction que le chômage isolait et nous proposons de créer des liens par notre action. Et SNC a été créé pour essayer de faire quelque chose de concret face à la hausse du chômage qui était très forte dans les années 80. Et nous avons agi en nous disant que le chômage n'est pas une fatalité. Nous nous donnons 3 missions: accompagner personnellement les chercheurs d'emploi, créer des emplois pour les chômeurs de longue durée notamment, mais pas seulement, et puis plaider pour lutter contre toute forme de discrimination, notamment vis-à-vis des chômeurs, des chercheurs d'emploi qui sont ignorés par la société. Notre mouvement se compose aujourd'hui d'environ 2500 bénévoles qui ont, on cite les chiffres de 2018, accompagné environ 4000 chercheurs d'emploi. Nous avons des donateurs qui nous financent parce que nous ne recevons pas de subvention de l'État, mais en revanche, nous sommes financés par des dons personnels et des dons de fondations, d'entreprises, de fondations familiales. Aujourd'hui, l'association regroupe 200 groupes de solidarité. Vous allez comprendre comment cela fonctionne. Chaque bénévole fait partie d'un groupe de solidarité. 60% de ces groupes se trouvent en région, hors de la région de France. Il y aura une carte, quand vous allez sur le site, vous verrez une carte, et je crois qu'il y a une planche avec notre implantation locale. Voilà donc l'organisation actuelle. Ensuite, notre mode d'action. Planche suivante, s'il vous plaît. On est à la planche suivante, non? Planche suivante. Donc, comment fonctionnons-nous? Nous faisons de l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Toute personne qui veut s'adresser à nous peut être prise en charge par l'association. Et nous avons une action parfaitement complémentaire de ce que font les spécialistes de toute nature, le service public de l'emploi et plein d'organismes publics qui offrent des services. Nous partons du principe que les bénévoles que nous sommes apportent quelque chose de tout à fait unique, qui est du temps. Le temps, puisque nous faisons des accompagnements d'une durée aussi longue que nécessaire pour que la personne qui est le chercheur d'emploi puisse se réinsérer dans un travail et dans la société. Cet accompagnement se fait par binôme, ce qui est assez original. Je crois qu'avant nous, je ne pense pas qu'on ait pensé à faire des accompagnements par binôme. L'intérêt du binôme, c'est que 2 personnes face à un tiers qui cherche du travail, elles ont un point de vue complémentaire et enrichissent le processus de recherche d'emploi. Chaque bénévole fait partie d'un groupe de solidarité qui se réunit une fois par mois. Ça, nous ne sommes pas les premiers à avoir des groupes qui se réunissent mensuellement, mais nous avons pris conscience que ce processus de réflexion, d'échange sur la situation des personnes qu'on accompagne est extrêmement productif et efficace. J'ai oublié de dire que la méthode que je vous présente là a mis un certain temps à se mettre en place. Il a fallu quelques années pour que ce soit à peu près solidifié et bien précis, et tous les participants à SNC sont convaincus de l'intérêt, de l'efficacité de ce système, le bénévole, le groupe de solidarité, et qui font de l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement? C'est une écoute et un soutien moral qui encourage et valorise les personnes qui cherchent du travail, et aussi un soutien méthodologique dans la démarche de recherche d'emploi. Mais je dirais que le soutien méthodologique
il est offert par tous les professionnels. En revanche, offrir du temps en tant que bénévole à une personne qui cherche du travail, c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui est nous apportons ceci en plus. Il y a la distinction entre les bénévoles que nous sommes et les professionnels dont le métier est de faire de l'accompagnement, de la technique. Voilà, nous sommes parfaitement complémentaires. Planche suivante. Ça, c'est une adaptation récente de notre action. Dans le confinement, nous avons été convaincus, nous avons pris conscience que les gens seuls, notamment les chercheurs d'emploi seuls, étaient parfaitement isolés. Et nous avons proposé un numéro vert qui est ouvert depuis cet été, derrière lequel des bénévoles de SNC répondent. Alors, je peux vous dire que le fonctionnement de ce numéro vert nous a permis de constater que la moitié des personnes qui nous appelaient, en fait, avaient des problèmes de relation avec le Pôle emploi. Et l'autre moitié, à peu près, c'était des personnes en recherche d'accompagnement. Et nous avons donc nous leur avons proposé nos services et ils se sont adressés à nos différents groupes de solidarité. Donc retenez ce numéro que vous pouvez donner à toute personne qui cherche du travail parce que à ce numéro répondent des gens qui peuvent écouter et ensuite débrouiller une situation et proposer un accompagnement plus long par les groupes de solidarité. Planche suivante. Alors, planche suivante, je ne sais plus laquelle c'est. Si, voilà, le modèle de... voilà un type de rencontre que j'ai oublié de dire que nous rencontrons les personnes qui cherchent du travail, généralement dans les cafés. Le service qu'on propose, on va à une heure tranquille, il ne faut pas y aller à midi, bien sûr, mais en début d'après-midi, en fin d'après-midi, à l'heure qui convient aux uns et aux autres, en tout cas, dans un lieu tiers, et pas au domicile de l'un ou de l'autre. Et autour d'un café, le temps qu'il faut, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Voilà, c'est la durée moyenne d'une rencontre dans un café. Et dans cette rencontre, on fait progresser la discussion, on demande à la personne, au chercheur d'emploi, où il en est, on échange, on fait des propositions et pas à pas se met en route le processus de retour à l'emploi. Alors, planche suivante. Voilà le bilan de l'année 2018 de notre activité d'accompagnement. Alors, il faut préciser, j'ai la chance d'avoir un peu d'historique, que nous avons eu toujours au moins 50% de succès et c'est extrêmement stable depuis 30 ans que nous existons. Et la conjoncture, qui est quand même un facteur important de retour à l'emploi, la conjoncture n'est pas toujours la même. Ce qui change, c'est la durée de l'accompagnement. Aujourd'hui, un accompagnement dure en moyenne aux alentours de 1 an avec plus de 50% de succès. Vous avez là le détail des types de succès. Et j'ai oublié, je n'ai pas évoqué la chose, mais nous avons maintenant un certain nombre de personnes qui créent leur emploi. Donc il y a, quand ils demandent de retour à l'emploi, ça peut être aussi la création d'emploi. Parce que il y a aussi une chose importante à dire. Les personnes que nous recevons ne sont pas toujours parfaitement au clair sur leurs demandes. Il y a celles qui sont parfaitement claires, et je dirais, elles vont rentrer plus facilement dans un circuit de retour à l'emploi. Il y a les autres avec qui il faut débattre, discuter et essayer de construire un projet. Planche suivante. Alors, dans les lieux où nous sommes suffisamment nombreux, c'est que nous avons suffisamment de groupes, par exemple en Île-de-France, nous arrivons à organiser des activités collectives parce qu'il faut suffisamment de personnes pour participer à une activité collective. Pour information, un groupe de bénévoles accompagne en moyenne 15-20 personnes et ces 15-20 personnes ont des profils différents. Et quand nous avons en Île-de-France plusieurs centaines de personnes que nous accompagnons, nous pouvons proposer des activités collectives de différentes natures. Ça va d'échanges sur le projet professionnel. Là, on vous propose quelques idées, et notamment, bien sûr, les réseaux sociaux qui sont un outil indispensable aujourd'hui pour retrouver du travail. Nous avons des partenaires aussi. Planche suivante. C'est la caméra qui est mal passée. Pardon? On m'a posé une question, non? J'ai mal compris. Bon, je continue. Je continue. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Oui, Alors, toujours. j'ai craint d'avoir été coupé. Alors, atelier formation collective. Ensuite, la planche suivante. Voilà, un témoignage. Nous finançons des emplois. On va en dire un mot.
Alors, on a parlé des emplois solidaires. Est-ce qu'on a sauté la planche emploi solidaire? Non, elle est peut-être après. Un témoignage. Tu dois avoir à l'écran la planche emploi solidaire, là. Tout à fait. J'ai à l'écran. Voilà, pardon, oui, exactement. Planche emploi solidaire. Nous finançons, au départ, l'association avait été créée pour financer des emplois. C'est assez, il faut en dire deux mots. Nous avions mis en commun une cagnotte et nous étions dit. Remets-moi le slide, là. La création d'emplois solidaires, oui. Est-ce que ça y est? Là, la slide est perdue. Est-ce que la planche. On a bien eu, oui. Attends, on a un souci technique. On va essayer de remettre la planche. Mais continue, tu étais. Bon, je dis un mot. De toute façon, je dis un mot de ce sujet. Donc, l'association au départ avait été créée pour financer des emplois. Nous avions fait une cagnotte, nous avions financé un emploi. Et voilà. Et on a découvert, en avançant. C'est notre écran qui a sauté. Ah, zut. Oui, mais vas-y, on a eu de toute façon. Oui, vas-y sans les slides parce que là on a un problème. Alors, je suis désolé. Donc, création d'emplois solidaires. Je disais que l'association au départ a été créée pour financer des emplois. On s'était dit, avec un groupe d'amis, qu'on allait pouvoir faire une cagnotte et payer quelqu'un. Et puis, bon, on a payé cet emploi et ensuite la personne s'est réinsérée, mais ça a mis un certain temps. Et en poursuivant notre action, en continuant à recevoir des chercheurs d'emploi, nous avons découvert que l'accompagnement était efficace dans 95% des cas. Donc, de création d'emplois solidaires au départ, l'association est devenue en fait une association d'accompagnement au fil du temps, en constatant l'efficacité de l'accompagnement. Mais nous continuons à financer des emplois solidaires, et c'est un outil extrêmement efficace pour les personnes éloignées de l'emploi, qui ont perdu pied, on leur met le pied à l'étrier. Nous finançons ces emplois grâce aux dons. Nous offrons donc en finançant un emploi dans une association, une SIC. Hier, nous avons décidé de financer un emploi dans une société coopérative. Et donc, nous finançons un emploi, un CDD. Et il faut savoir qu'à l'issue de ce CDD, la moitié des personnes qui ont été en emploi solidaire retrouvent un emploi, soit dans la structure chez qui ça a été financé, soit ailleurs. Parce que pour trouver du travail, rien de tel que d'avoir soi-même un travail. Une personne qui n'a pas d'emploi depuis longtemps ne sera pas recrutée facilement parce qu'on se méfiera d'elle. Une personne qui au contraire a même un CDD, elle convaincra plus facilement un employeur qui saura qu'elle a déjà été recrutée, qu'elle a une expérience professionnelle. Voilà pour les emplois solidaires. Nous avons un témoignage dans la présentation, même plusieurs témoignages. Je continue avec notre implantation en France. Nous sommes à peu près sur tout le territoire, plus ou moins densément présents. En Île-de-France, nous avons 40% de notre présence. Dans les Hauts-de-France, dans l'Ouest, dans le Sud-Est, la région Rhône-Alpes. Donc, la carte que vous verrez, si elle ne s'affiche pas à l'écran, vous montrera où nous sommes implantés. Ce n'est pas dans tous les départements, mais c'est dans beaucoup de départements. Et cette implantation régionale est l'occasion pour moi de dire un mot de la présentation suivante. Territoire zéro chômeur qui va se présenter n'est pas implanté dans toute la France, mais là où nous sommes présents tous les deux, nous nous appuyons mutuellement. Nous avons une approche avec les personnes prises individuellement et l'autre projet a une approche collective locale. Nous sommes aux deux bouts de la chaîne, en quelque sorte, si je puis dire. Bon, Jean, oui. Jean, merci. Tu as à peu près fini. Donc, je m'excuse, nous avons un problème avec le défilement des slides, mais par contre, je vous vois et je vous entends tous, et je pense que vous m'entendez aussi. Donc, on va continuer avec l'intervenant suivant, donc territoire zéro chômeur, Patrice Bonny. Est-ce que tu es là? Je suis là. Je peux répondre aux questions. On va faire quelques questions, mais pas trop, parce que uniquement des questions de compréhension, parce que nous avons un temps de débat ensuite entre dans des petits groupes. Donc, on peut prendre quelques questions, mais pas trop longtemps pour pouvoir tenir notre délai. Ah voilà, ça y est. Questions seront où? Au micro?
Je ne vois pas de questions. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Oui, donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Bah, écoutez, si on n'a pas de questions, on va passer à l'intervenant d'après. Geoffroy, il y a une question qui s'appelle « Qu'appelez-vous financer un emploi ?» Alors c'est très simple. Financer un emploi, cet emploi est financé dans une association, une organisation d'intérêt général, et nous payons sur production de bulletins de salaire, pas la totalité de l'emploi, mais à hauteur de 115% du SMIC. Et de telle sorte que l'emploi soit possible dans l'organisation qui n'a forcément pas toujours les moyens de financer cet emploi, ou pour qui c'est une création d'emplois supplémentaires. C'est effectivement une prise en charge financière. D'accord. Et je précise, j'en profite pour préciser que nous avons un site qui est bien fait, snc.asso.fr, où tout est expliqué dans le détail. Et voilà. Et je pense que si vous voulez en savoir plus, il ne faut pas hésiter à aller voir et éventuellement s'engager sur place. Et partagez également le numéro de téléphone qui est une façon d'accéder facilement à vos services. Donc le 0805 034 844. Oui, merci, c'est très important. Ce numéro fonctionne probablement pas le samedi, j'ai un doute, mais en tout cas le matin jusqu'au soir, avec des bénévoles compétents qui peuvent orienter les personnes en recherche d'emploi. Merci infiniment. Bon, si on n'a pas d'autres questions, donc de compréhension, hein, on va passer la parole à Patrice Bonny, donc qui va nous parler de territoire zéro chômeur, et on va lui afficher ses slides, si on y arrive. Voilà, c'est parfait. Donc, Patrice, c'est à vous. Ok, merci. Donc, je pense que vous m'entendez. Si personne... Oui. Ok, donc je vais prendre la suite et donc je vais rester dans les 10 minutes. Il est 38, je vais m'arrêter à 48. Donc, je vais vous présenter rapidement le projet et puis dire un peu comment les gens qui sont intéressés. Alors, j'ai vu dans les gens qui sont présents qu'il y en a un certain nombre que je connais et qui connaissent très bien aussi Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, je vais faire un survol et plutôt insister sur l'actualité du projet et puis sur le moyen de rejoindre également le projet si on s'y intéresse. Bon, c'est un projet qui vient d'assez loin. Alors, là, je pense que c'est l'emploi conçu comme un droit, oui. C'est un projet qui vient d'assez loin. Il a une double paternité, hein, je pense, si on prend un peu de recul. La paternité numéro 1, c'est un homme qui s'appelle Patrick Valentin, qui est un innovateur social invétéré et qui a essayé, en gros, qui a eu l'intuition du projet, mais je crois que c'était il y a une trentaine d'années, dans son bled du Maine-et-Loire, si je ne m'abuse, qui est à Sèche-sur-le-Loir. Il a voulu monter un projet territoire zéro chômeur de longue durée en regardant les gens qui étaient au chômage de longue durée, en regardant les travaux utiles, en regardant comment on pouvait mixer tout ça. Et donc, dans son petit coin, dans cette partie assez rurale, le projet a une conception d'origine qui est plutôt rurale. Il a inventé Territoire zéro chômeur, ça ne s'appelait pas comme ça, mais il l'a inventé comme ça. Sauf qu'à un moment, il a buté sur un petit point qui n'était pas pris en compte, c'était comment on fait pour récupérer les dépenses passives liées à la privation d'emploi pour les mobiliser pour la création d'emplois du projet. Et là, le préfet, quand il est allé voir le préfet en lui disant donnez-nous l'argent qu'on va économiser sur le chômage pour créer des emplois, le préfet lui a dit non, mais monsieur, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Bon, donc l'intuition était bonne, mais il n'y avait pas le cadre qui allait avec. Et l'autre paternité, c'est le mouvement ATD Quart Monde, qui également, lui, a réfléchi à la question, et en particulier avec TAE, Travailler et Apprendre Ensemble, qui est une démarche et une construction qui permet à un petit groupe de salariés, ça se fait à Noisy, au siège historique d'ATD Quart Monde, et ils ont également développé une entreprise et des activités qui permettent de ramener à l'emploi des gens qui en sont très éloignés. Bon, et les deux se sont à un moment rencontrés, et donc Patrick Valentin plus ATD Quart Monde, ils ont conçu cette démarche de territoire zéro chômeur de longue durée.
Il y a eu, alors, on peut peut-être faire défiler là pour le coup les slides. Alors là, oui, c'est ça. Bon, l'association qui a été créée, bon, je vais y revenir à la fin. Je vais présenter le projet. Là, je ne les ai pas mises dans un ordre très judicieux. C'est pas grave, on peut passer à la suivante. Voilà. La slide qui permet d'embrasser un peu la démarche, c'est celle-là. Donc, c'est une slide que j'ai piquée évidemment dans la documentation existante. Ce que j'ai rajouté qui est à moi, c'est le rouge territorial. Parce qu'en fait, à mon avis, il y a en fait 4 dimensions. La dimension numéro 1, c'est personne n'est inemployable. Bon, ça, je pense, j'insiste pas. Je pense que tout l'auditoire est à peu près sera en phase avec ça. En gros, l'idée, c'est de dire que moi, c'est des projets sur lesquels je travaille par ailleurs. Dans la réflexion sur l'employabilité, on oublie toujours le côté aussi employeur-habilité. C'est-à-dire que, en fait, ce qui marche pas, c'est la connexion entre les deux. La conviction du projet, et je pense que tout le monde partagera ici, c'est de dire que les gens peuvent avoir bien sûr des difficultés pour être employables, mais aucun être humain n'est inemployable. Il faut trouver la bonne porte d'entrée, la bonne manière de mobiliser ce qui peut apporter aux autres et à la société. Mais c'est pas vrai qu'une personne est inemployable, ne peut rien faire, ne peut rien apporter aux autres. Ça, nous, notre conviction profonde dans le projet, et je pense, comme tout le monde, est que personne n'est totalement inemployable. Ça n'existe pas. La deuxième conviction, c'est que c'est pas le travail qui manque. C'est que des choses, quand on regarde autour de chez soi, et ça rejoint le côté territorial, quand on regarde autour de soi, des services qui sont utiles et qui ne sont pas rendus, il y en a plein. Le problème, c'est pas c'est de transformer ça en emploi. C'est-à-dire que des choses utiles à faire, il y en a plein. Simplement, elles ne sont pas solvables et puis on ne peut pas les transformer en quelque chose qui soit rémunéré d'une manière compatible avec le droit du travail et un salaire décent. Donc ça, c'est la deuxième conviction, c'est de dire non, des choses utiles à faire, il en reste plein, il y en a plein. C'est pas ça le problème. Et donc la troisième conviction, c'est que c'est pas l'argent qui manque. Alors celle-là, elle est un peu plus compliquée, mais elle résulte des deux autres. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, la France, où fort heureusement, même si on peut se plaindre que le RSA ne soit pas au bon niveau, etc., et tout, on n'abandonne pas totalement les gens qui sont privés d'emploi. Et on apporte des ressources et on dépense de l'argent pour les gens qui n'ont pas accès à un emploi, probablement de manière insuffisante. C'est-à-dire que là où ils auraient besoin de 100, peut-être qu'on va leur amener que 50, mais on dépense quand même déjà de l'argent pour les gens qui sont privés d'emploi. Et de même, si on regarde le point 2, il y a des activités qui sont utiles, mais qui ne se font pas parce qu'il faudrait les payer 100 et que personne ne veut les payer 100. Les gens seraient peut-être d'accord pour les payer 50. Bon, et donc, le modèle économique à construire, c'est comment on raboute les deux, quoi. L'argent qu'on dépense déjà pour des gens privés d'emploi et l'argent qu'on serait prêt à consacrer qui ne couvrirait pas la totalité des sommes pour les travaux utiles. Donc, tout ça, ça a débouché sur une méthode qui se fait en 4 phases. Donc, c'est le côté territorial qui est important, la quatrième dimension. Et donc, c'est parce que la première étape, c'est la fabrique du consensus. Et un consensus national pour mettre en œuvre tout ça, bon, si c'était faisable, ça serait probablement déjà fait. Et donc, comme ce n'est pas déjà fait, c'est que ce n'est pas faisable à une échelle nationale, même régionale, même départementale. Et donc, nous, on pense qu'il faut descendre au niveau de micro-territoire, parce que c'est là qu'on peut mettre en œuvre tout ça. Et l'étape numéro 1, c'est la fabrique du consensus, c'est-à-dire se mettre autour de la table entre tous les acteurs déjà existants pour ne pas se marcher sur les pieds, pour avoir accès à toutes les personnes privées d'emploi et avec tous les réseaux existants, avec SNC, avec les gens qui sont connus de Pôle emploi, ceux qui ne sont pas connus de Pôle emploi, ceux qui sont connus du département via le RSA, et puis les invisibles, que les mouvements associatifs, le Secours catholique, ATD Carmond, Emmaüs, tout ça, que les gens connaissent sur le terrain, et tous les acteurs qui font déjà des choses et qui apportent une partie de la réponse et qui vont pouvoir se mobiliser, les élus, le territoire, il faut se mettre autour de la table. Donc, il faut trouver la bonne échelle pour être capable de fabriquer le consensus. Et après, on mène 2 démarches en parallèle. La rencontre des personnes privées d'emploi, parce que c'est avec eux qu'on va construire le projet. Il ne s'agit pas d'inventer des travaux ou des emplois qui sortent de nulle part et pour lesquels on va trouver personne. Il faut construire la démarche avec les gens privés d'emploi, avec
ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils sont capables de faire. On parle d'appétence, parce qu'on travaille beaucoup sur les compétences et on essaie de faire rentrer les gens dans des boîtes. Non, là, on va être beaucoup plus lâche en disant non, mais on va créer l'emploi avec vous. Et donc, l'emploi, il va vous correspondre parce que vous êtes du territoire, vous connaissez le territoire, vous savez ce qu'il y aurait d'utile à faire. Donc, venez travailler avec nous pour construire des emplois utiles sur le territoire en fonction de ce que vous avez envie de faire et d'apporter sur le territoire. Et puis, en parallèle, on va travailler aussi avec tous les acteurs économiques et sociaux du territoire pour voir les besoins, sur quoi ça peut s'adosser, est-ce qu'il y a déjà des structures d'insertion qui peuvent également participer au projet sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour bâtir l'entreprise à but d'emploi, la structure, une partie de la structure, etc. Et une fois que tout ça, ça sera prêt, ça se formalise dans un projet qui est quand même assez construit et qui va déboucher sur l'ouverture d'une ou plusieurs EBE, des entreprises à but d'emploi, multitâches et avec une géométrie variable. On peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, donc c'est ce travail qui va se faire. C'est tout un cheminement qui prend du temps. Les premiers territoires de la première expérimentation, les 10 territoires, ceux où ça s'est très bien passé, ils étaient partis 2 ans avant le vote de la loi. Et donc actuellement, pour la deuxième étape, on travaille déjà, je vais vous en dire un mot, avec des territoires qui vont être les territoires de la deuxième étape. On peut passer à la suivante. Voilà, le nerf de la guerre dans tout ça et dans cette étape de préparation, c'est ce qu'on appelle le comité local pour l'emploi. Et c'est là où un certain nombre d'entre vous sont déjà impliqués ou peuvent s'impliquer, d'aller sur le terrain et de participer à cette construction autour du comité local pour l'emploi à travers des associations ou bien en simple bénévole en rendant des services directement sur place ou même des fois au sein de la structure nationale. On peut passer à la suivante. Voilà, ça détaille. Je reste dans mes 10 minutes, il faut qu'on aille maintenant là. Donc, là où on en est dans le projet. Donc, il y a eu une première loi qui a été votée en 2016 à l'unanimité à l'Assemblée pour une expérimentation de 5 ans avec des personnes donc privées d'emploi depuis plus d'1 an, en créant des entreprises à but d'emploi et en créant un fonds d'expérimentation qui a géré et qui continue à gérer la première expérimentation et qui va probablement gérer également la deuxième. Donc, le fonds d'expérimentation, c'est une structure mixte avec des personnes qualifiées, Louis Gallois, Michel de Verville, Patrick Valentin, c'est présidé actuellement par Louis Gallois, et des structures d'État, et c'est le fonds qui gère, qui assure l'interface entre l'État, le ministère du Travail et Bercy qui finance l'expérimentation, et les 10 territoires expérimentaux. Alors, je pense que sur la slide suivante, vous allez voir les 10 territoires qui expérimentent actuellement, voilà. À travers la France, des territoires qui sont très variés, ruraux, périurbains et très urbains, parce qu'il y a aussi donc un quartier du 13e arrondissement ou un quartier de Villeurbanne ou de Lille, de Roubaix, de Tourcoing qui sont très, très urbains. Et puis des territoires très ruraux, puis Priac, Mauléon dans les Deux-Sèvres, Colombelles-les-Belles, Colombelles, c'est presque périurbain. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et donc, l'étape suivante, ça va être la slide d'après. Donc, on en est à la deuxième phase. Il y a eu une proposition de loi qui a été présentée, qui a été adoptée en première lecture à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le Sénat a fait alors, il y a eu un vote au Sénat avant, qui était, je pense, en octobre, où là, il y a eu une version un peu différente avec pas mal d'amendements qui changeaient pas mal de choses sur la version votée à l'Assemblée nationale. On a eu la chance d'avoir une commission mixte paritaire entre les deux assemblées qui a très bien travaillé, entre les deux rapporteuses de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qui ont proposé un texte commun qui a été adopté donc, en commission mixte paritaire. Et donc actuellement, il y a eu le vote définitif le 4 novembre de cette version-là par le Sénat, et l'Assemblée nationale fera également son vote le 30, ça doit être lundi. Et donc, on aura début décembre une loi qui aura été votée par les deux assemblées pour lancer la deuxième étape d'expérimentation. Donc, où il y aura 40 territoires supplémentaires qui vont pouvoir donc compléter les 10 qui vont continuer à expérimenter. Et il y a également une clause qui dit que si donc, les territoires vont rentrer non pas en une seule fois comme pour la première étape, mais pendant une période de 3 ans, et au fur et à mesure que les candidatures seront acceptables. C'est-à-dire que
ce qu'on a constaté la première fois, c'est que c'était très mauvais de rentrer dans des mauvaises conditions. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu que dans la deuxième loi, et ça a été pris en compte comme ça, les candidatures puissent se faire au fil de l'eau, comme on dit, au fur et à mesure de la maturité des territoires. Et quand les dossiers sont bons, le territoire y rentre. Et si on arrive à plus de 40, il y a une clause qui dit qu'on pourra continuer sans avoir besoin de voter une troisième loi. Le ministère pourra poursuivre sur un simple décret. Il pourra y avoir une extension de l'extension. Voilà. Donc, on est dans une phase passionnante. C'est l'association. Donc, voilà, je vais vous dire un mot sur cette slide-là pour conclure, de l'association, qui est constituée donc des 5 associations fondatrices, qui sont bien sûr ATD Quart Monde en tout premier lieu, rejoint ensuite par le Secours catholique, Emmaüs France, la Fédération des acteurs de solidarité et le Petit Pacte civique, dont j'ai le plaisir de faire partie, qui pèse moins que les autres, mais qui par l'intermédiaire de Jean-Baptiste de Foucault, a été important aussi dans l'obtention de la première loi et qui continue à travailler aux côtés des autres. On a été rejoint par SNC, on a été rejoint par le CORAS, et donc maintenant il y a un beau collectif d'associations qui travaillent dans le projet et qui portent le projet. L'association, donc, elle est présidée par Laurent Grand-Guillaume, qui était à l'époque le député au moment de la première loi, qui n'est plus député, qui a repris une activité salariée. Il a repris une vie normale, entre guillemets, je mets plein de guillemets, parce qu'un engagement politique, c'est aussi la vie normale, donc, ce qui lui a permis de prendre la présidence de l'association et d'être très, très actif et très moteur dans l'association. Donc, vous pouvez la rejoindre, c'est pareil, il y a un site qui est très, très bien fait. Vous avez sur le site, vous pouvez trouver un onglet « Devenir bénévole » et qui vous oriente bien. Et moi, j'ai assuré le lien pendant 2 ans. J'ai accueilli plus de 300 salariés, de 300 bénévoles qui se sont présentés par l'intermédiaire du site et qui sont réorientés après en région vers les bons contacts pour pouvoir s'engager. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site. Vous verrez, c'est très bien documenté. Il y a des cartes aussi interactives pour trouver les territoires les plus proches de chez vous. Et pour ceux qui sont encore plus branchés, vous pouvez, via Twitter ou via Facebook aussi, trouver des bonnes connexions avec le projet et les acteurs les plus proches de chez vous. Voilà, je pense que je vais en rester là pour laisser la place aux autres. Merci, Patrice. Merci. On va avoir quelques questions. J'en vois une au moins dans le chat, mais il y en aura certainement d'autres. Je la lis telle qu'elle est. Combien de chômeurs longue durée dans ces 10 territoires maintenant? Quel bilan? Alors, les bilans, ils sont très documentés et ils sont accessibles sur le site. Actuellement, là, sur les 10 territoires, on doit être à 13 EBE. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'une entreprise à but d'emploi, passer 80 salariés, ça devenait très lourd parce qu'on veut créer un modèle qui est un peu original, multitâche, où on accueille tous les types de chômeurs de longue durée et donc y compris ceux qui vont constituer l'encadrement. Il ne s'agit pas de recréer l'insertion par l'activité économique ou des chantiers d'insertion, des choses qui existent déjà. Donc, l'accompagnement, il n'y a pas d'encadrant. On veut un taux d'encadrement qui soit assez faible et assez porteur. Donc, au-delà de 80 salariés, ça devient compliqué à gérer. Donc, il y a des territoires où ils ont créé une deuxième EBE à côté pour repartir et augmenter le nombre de personnes accueillies. Et donc, actuellement, ça tourne autour de 800 personnes sur les 10 territoires. Donc, il y a des territoires qui sont arrivés à peu près à ce qu'on appelle l'exhaustivité, c'est-à-dire que parce que les personnes, elles passent par l'EBE, mais elles peuvent y rester. C'est des contrats en CDI. Mais les personnes, si elles trouvent à rebondir, parce que les emplois sont payés au SMIC, donc si on trouve un emploi qui est plus valorisant pour la personne et qui est mieux payé ou qui correspond plus à ses attentes, elle peut sortir de l'EBE et il y en a d'autres qui rentrent. Donc quand on peut rentrer et sortir librement et qu'il y a un flux régulier, on considère qu'on est à l'exhaustivité. Donc il y a déjà 3 territoires en gros qui sont à peu près dans ce cas de figure-là, qui sont des territoires ruraux où c'était sans doute plus facile à atteindre. Et donc, actuellement, on est aux environs de 800 personnes sur les 10 territoires dans l'ensemble des EBE. Ok, j'ai une autre question. Vous l'avez un peu dit, mais il faudrait peut-être un peu développer sur quels sont les services rendus par ces EBE, finalement, dans quelles activités sont-elles présentes? Alors, bien évidemment, et c'est là où il y a la dimension territoriale et le comité local trouvent toute leur place. Enfin, c'est vraiment le cœur du projet. C'est que bien évidemment, quand vous êtes à Pipriac dans l'Ille-et-Vilaine ou à Colombo-les-Melles au fin fond de la Meurthe-et-Moselle,
les services utiles à rendre ne sont pas les mêmes que quand vous êtes dans un quartier prioritaire de politique de la ville à Villeurbanne, au quartier Saint-Jean, ou dans un pâté de maison du 13e arrondissement. Donc, c'est vraiment au comité local d'aller chercher les activités utiles. Les activités utiles forestières qu'il peut y avoir dans la Nièvre, aussi à Prémery, bah, bien évidemment, dans le 13e, les activités forestières, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, les conciergeries d'entreprise qui sont très utiles dans le 13e, bah, à Mauléon, une conciergerie d'entreprise, ça ne va pas parce que le plus gros employeur actuellement de Mauléon, c'est justement l'entreprise à but d'emploi. Elle peut se faire une auto-conciergerie, et elle le fait d'ailleurs en partie. Donc, c'est vraiment l'adaptation au terrain et au territoire, c'est le cœur du projet. Donc, on retrouve bien sûr dans les services à la personne, les services, les recycleries, le développement durable, il y a des constantes qu'on va retrouver. Mais c'est vraiment à adapter et à inventer suivant le profil de chaque territoire. Parfait, merci, merci Patrice. Là, je vois qu'il y a encore quelques questions, mais malheureusement, il faut peut-être qu'on avance. Bien sûr. Donc, merci beaucoup pour cet excellent témoignage. On va essayer de passer la parole maintenant à Geoffrey Caillon. J'espère qu'il est en ligne. Et oui. Donc, il va se présenter. Et donc là, nous revenons dans le monde de l'entreprise. Et donc, vous allez voir un témoignage finalement d'un élu d'une entreprise qui a pris en main un dossier et qui va d'abord se présenter et après, il va vous parler de façon très précise d'un dossier qu'il a conduit. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, c'est parfait. C'est parfait, oui. Bon, pas d'écho, rien, tout va bien. Alors, je me présente, je m'appelle Geoffrey Caillon, j'ai bientôt 40 ans, marié 2 enfants et je travaille pour la société Total depuis les années 2000. Et mon engagement syndical à 100% a commencé quelques années après. Donc, ce n'est pas mon métier de base d'être syndicaliste. Je n'étais pas dans une formation sociale au départ. J'étais dans une formation technique. J'étais opérateur et ouvrier qualifié dans la pétrochimie, en fait, qui après a évolué et m'a amené à devenir technicien. Et j'étais vraiment sur des parties techniques. Mais j'avais toujours cette fibre sociale en moi. Et dans mon engagement professionnel, j'ai trouvé la porte par l'adhésion syndicale déjà dès mon embauche, avec une sensibilité familiale, bien sûr, qui m'ont amené à m'engager assez rapidement en termes d'adhérents. Mais dans le militantisme syndical, ça s'est ensuite naturellement présenté à moi par le désir de me rendre utile dans l'entreprise, d'être des fois le lien qui manquait entre des collectifs de salariés ou des individus et le monde de l'entreprise au sens large, et certains dirigeants ou certains managers qui parfois, dans le relationnel, ont besoin d'avoir ce lien, et que ce soit collectivement ou individuellement. Alors, cette vocation, c'est vraiment une vocation d'être syndicaliste, m'a amené aussi, et m'a permis de m'émanciper différemment dans le monde du travail, m'a amené aussi à une vision de l'entreprise complètement différente que si j'étais resté dans mon périmètre de métier de base, on va dire, ou de cœur de métier. Alors, j'avoue que le syndicalisme, c'est parfois un sacerdoce. C'est des fois des moments difficiles. On n'a pas toujours que des réussites. On a parfois des échecs. On affronte parfois aussi cette société d'aujourd'hui qui est très centrée sur elle-même, avec une forme d'égocentrisme et la valeur de partage et de solidarité nécessite parfois une forme de pédagogie auprès même des salariés pour leur faire comprendre que voilà, il faut savoir partager et savoir défendre des choses collectivement et pas qu'individuellement. Alors, sur le dossier que vous voyez affiché, Carlin, alors Carlin, ça se situe où? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez reconnaître l'accent. Je viens de l'Est de la France, c'est en Moselle. C'est un site pétrochimique historique qui, en fait, a débuté ses activités liées aux mines de charbon au départ et qui s'est transformé en complexe pétrochimique dès les années 50. Alors, vous voyez que c'est sur une vaste étendue, 340 hectares et 5 sociétés, dont Total. En fait, l'histoire de ce site s'est développée industriellement et a fait que le site en lui-même a connu des noms de sociétés différents, s'est divisé en plusieurs sociétés différentes également. Il y a d'autres sociétés qui se sont implantées, des sociétés qui ont disparu et des activités qui, au fil de l'histoire de la pétrochimie et de la chimie, ont évolué.
Donc, le dossier dont j'avais envie de parler avec vous et qui, pour moi, me tient à cœur parce que ça a été un long combat et ça a été un combat, mais pas un combat où on brûle les pneus devant l'entreprise et on crie à l'injustice. Ça a été un combat social de construction. Et c'est ça qui a été très intéressant. Alors, si on prend l'origine du processus, on se retrouve en 2013 avec le dernier Vapocracker qui est le cœur de l'usine au départ du projet. Et on nous annonce qu'au regard des résultats économiques, l'activité va s'arrêter. L'activité doit s'arrêter. Total décide de mettre fin à cette activité et propose un investissement, certes, de 180 millions d'euros, mais avec une restructuration sociale qui met en danger 210 postes parce que ces postes sont directement liés à l'activité qui s'arrête. Et il y a une transformation du site avec des nouveaux ateliers qui se construisent et qui permettent le développement en fait, vers de nouvelles industries et de nouvelles activités qui sont porteuses d'avenir et d'emploi et d'économie, bien sûr, parce que sans argent, sans résultat économique, une entreprise ne vit pas très longtemps. Et c'est là que tout l'accompagnement syndical et les actions syndicales de terrain ont pris leur envergure. Alors, j'ai listé très succinctement pour que vous ayez quelques points. Je ne voulais pas être trop lourd sur le principe. Il nous annonçait le maintien de 344 postes sur les 554 qui existaient au départ du projet. Il nous annonçait ces 180 millions d'euros. Je passe la partie information, consultation dite classique des élus du personnel obligatoire dans la loi qu'on a saisi, c'est qu'on pouvait négocier des MSA, c'est écrit MSA. Alors, MSA veut dire mesures sociales d'accompagnement et qui permettait en fait de co-construire l'accompagnement social des salariés dans cette transformation sociale du site. Alors, ça a été pour nous une innovation, mais ça a été inscrit dans la loi. Hein, c'est un accord national interprofessionnel qui permettait cette mesure-là en accompagnement de la procédure classique, on va dire, et qui permettait de ne pas subir le plan social sans avoir notre mot, notre voix au chapitre, d'écouter le personnel et de faire cette action justement d'échange entre ce que le personnel attendait, rassurer le personnel sur leurs craintes, sur leur avenir, construire avec eux nos revendications et tout ça, le contractualiser par voie d'un accord. Cet accord qui en fait était composé de 7 points et qui avait tout un processus en fait. Et ces 7 parties, c'était le maintien du salarié dans l'emploi, c'était qu'est-ce qu'on faisait pour ceux qui restaient et qui avaient envie de se former sur des nouveaux métiers. Donc, il y avait tout un processus d'accompagnement, un peu à l'instar de ce qui a été dit précédemment. Il fallait mesurer les compétences et regarder ces compétences, comment on pouvait les mettre à profit dans de nouvelles activités, parce qu'il y a eu 80% des salariés qui sont restés dans le projet, qui ont dû changer de métier et qui ont dû apprendre des choses nouvelles et des processus nouveaux, parfois même en changer de rythme de travail. Donc, il a fallu aussi aménager ces changements et cadrer tout cela pour que tout reste dans une équité et une justice sociale chère au cœur des syndicalistes qui voulaient défendre le projet. Il y a des personnes qui avaient des projets externes qui ont profité de cette occasion pour quitter l'entreprise et là, il y avait aussi une négociation sur des mesures qui permettaient de les accompagner et justement de ne pas les retrouver pointés au chômage malheureusement parce que le projet était mal accompagné, mal construit ou au départ était peut-être pas une bonne idée. Il y a eu aussi l'accompagnement du territoire. Et l'accompagnement du territoire, ça a été un long combat et qui est très, très cher à mon cœur aussi. On a dû faire beaucoup d'interventions. Alors, on a utilisé la presse, bien sûr, pour s'exprimer. On a interpellé les pouvoirs publics et ça aboutit à une convention tripartite entre l'État, l'entreprise Total et la région qui a permis dans ce bassin d'emploi, parce que si ceux qui ne connaissent pas, on a été quand même sinistrés par beaucoup d'industries qui ont disparu, notamment les mines de charbon, comme le Nord d'ailleurs. Les mines de charbon, les dernières qui ont fermé, c'était celles qui étaient en Moselle. Et ensuite, il y avait d'autres industries qui étaient liées au charbon directement, type coquerie ou centrales thermiques, qui, elles, déjà avaient disparu et donc beaucoup d'emplois en moins et un taux de chômage qui montait en puissance. Donc, notre inquiétude pour le territoire, c'est que le bassin d'emploi se voyait encore une fois sinistré par un nouveau plan social et qui se voyait supprimer des emplois. Donc, cet intérêt pour nous, ça a été de trouver une attractivité au territoire. Et l'entreprise nous a entendus et on a réussi à construire des choses. Un accord tripartite avec l'État a été conclu également en parallèle de tout cela. Et ce qui a permis, vous voyez les chiffres, d'arriver aujourd'hui
eh ben, au départ, nous étions 554 salariés Total. Aujourd'hui, il y a 409 emplois chez Total. Alors, bien sûr, 363 CDI, 20 CDD et il y a 26 intérimaires. J'ai envie de dire, il faut le détailler parce que je ne suis pas là pour vendre du rêve non plus. Il y a une réalité de terrain aussi, un pragmatisme. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en parallèle de cela, on a réussi à faire venir des industriels, à partager des connaissances, du savoir, de la maintenance et tout un tas de moyens et d'utilité avec des autres industriels, les rendre intéressés par le territoire et la plateforme de Carlin. Et donc, du coup, on a permis à ces entreprises de créer des emplois aussi. Et si on fait le bilan, 138 emplois qui ne sont pas tous encore aujourd'hui en œuvre, mais qui vont se rajouter aux 409 emplois que Total détient. Et donc, l'ensemble fait quand même 547 emplois pour les 554 qui étaient existants chez Total. Donc, bien sûr que ce n'est pas miraculeux, mais j'avais envie de témoigner, et ça, je remercie d'ailleurs qu'on m'ait sollicité pour ce témoignage, parce que j'avais envie de montrer que le syndicalisme peut être utile à un territoire et pas seulement dans une dimension propre à l'entreprise. Si on sait regarder autour de soi, on peut amener du plus et pas forcément que par de l'opposition ou de la lutte pure et dure. Il peut y avoir du dialogue social. Aujourd'hui en France, c'est possible. On peut, et même si des fois il faut un peu forcer certains dirigeants parce qu'ils ont une logique plus financière que sociale, on arrive à obtenir certains résultats. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai voulu être le plus concis et rapide possible sur le sujet. Et si vous avez quelques questions, je me ferai un plaisir de répondre. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout à fait passionnant. C'est très terrain, c'est concret. Donc peut-être ça suscite quelques questions. Quelques questions pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vois des gens dans le chat qui félicitent l'orateur. Pas de questions particulières. Donc un grand merci. Et nous avons voulu, en donnant la parole à un élu, de montrer également l'importance que peut avoir une organisation syndicale pour faire évoluer l'entreprise, évoluer les salariés, se mettre en interface entre les besoins économiques et les volontés sociales, gérer les rythmes, puisque souvent le rythme économique est beaucoup plus rapide que le rythme social. Donc, on voit là finalement, avec du recul, un projet qui a été conduit avec pas mal de succès. Et donc, bravo pour ce témoignage. Il y a quand même une question, Geoffrey, là. Allons-y. Oui. Ah, j'écoute. Oui, on entend. On entend. Est-ce qu'il y a eu au moins une unanimité syndicale sur place à Carlin, là? Alors, pour être honnête, on avait plusieurs organisations syndicales représentatives, il faut faire plus de 10%. On était à l'époque encore avec l'ancienne loi travail et un ancien code du travail. Un accord était valide avec 30% de représentativité de signataires. À l'époque, il existait 4 organisations. Alors, il existait la CFDT, dont je fais partie, la CFTC, qui était représentative également, la CFE-CGC, qui est un syndicat catégoriel, et la CGT. La CGT a refusé de participer, de valider l'accord de mesures sociales d'accompagnement. Elle était plutôt réfractaire à la notion de territoire et de bassin d'emploi, mais on va dire qu'elle ne nous a pas non plus complètement opposé le processus, puisqu'il y avait quand même un intérêt, et c'est les salariés qui ont beaucoup poussé et qui ont été convaincus, parce que c'est sur le terrain, en échangeant avec les salariés, qu'on a la légitimité. C'est peu importe la couleur syndicale, j'ai envie de dire, c'est quand les salariés sont convaincus qu'on co-construit avec eux et qu'on les écoute, qu'il y a une écoute attentive et qu'on porte quelque chose, parce que forcément, après, il y a la couleur syndicale qui apporte, on va dire, une orientation un peu politique, mais quand on est dans une situation comme celle-là où on est inquiet pour nos familles, nos emplois, il y a une modération, on va dire, sur le côté politique. Il y a de l'affichage, bien sûr, de la posture. Je vois une interrogation. Quelle contrepartie avez-vous obtenue? Est-ce que l'État, la région sont intervenus dans tout ça? Oui, on a rencontré le préfet et le président de la région Lorraine à l'époque, qui n'était pas Grand Est encore. Et on a eu l'occasion d'échanger. Alors, nous, CFDT, les autres organisations syndicales et Total aussi,
Et Total s'est senti dans l'obligation d'investir en dehors des 180 millions qui étaient pour la partie Total 100%, a investi dans une convention tripartite pour accompagner la région, le bassin d'emploi. Et il y a eu de l'argent de Total mis en œuvre. Il y a eu aussi des engagements entre le territoire et l'entreprise pour le foncier, pour la formation professionnelle. Il y a tout un tas ça serait long de détailler, mais il y a eu tout à fait des avancées sur ce sujet-là et il continue à en avoir puisque ça continue en fait. Le cycle économique a été au départ sur le projet de Total, mais aujourd'hui, les noms qui sont cités là sont des entreprises qui sont indépendantes de Total et qui, elles, sont en train de se développer. Et grâce à la facilitation, on va dire, c'est un peu comme quand on construit un lotissement et qu'on donne des terrains à bâtir. C'est un peu l'idée qui a été mise en place. On a poussé syndicats et la direction nous a suivis sur la création d'une entreprise des industriels qui s'appelle Kemesis et qui, elle, justement, préside un peu ce cercle vertueux de dire, bah, écoutez, on a des utilités, on a une maintenance, on peut vous aider à construire votre projet. Voilà. Ça continue à se développer et franchement, aujourd'hui, je suis passé délégué de syndical central, je m'occupe de tout l'ensemble du raffinage français, mais mes collègues continuent à poursuivre le sujet et Carlin continue à se développer autour de l'usine de Total et on voit qu'on arrive à recouvrer des emplois qui étaient perdus. Et c'était tout l'objectif. Beaucoup étaient sceptiques et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que les emplois qui ont été perdus sont en train de se retrouver. C'est ça le résultat principal. Merci Geoffrey. Je ne vais peut-être pas aller au-delà pour les questions parce que le temps passe. Pas de souci. Voilà, Geoffrey, c'est dommage, il y a une proposition très simple. Est-ce que cet exemple plaide pour… Alors, on a perdu l'orateur. Est-ce que vous pouvez répéter l'orateur. Est-ce que cet exemple plaide pour une organisation des syndicats dans le bassin d'emploi ou du bassin d'emploi? Il faut qu'il y ait une notion, il y a une notion nationale qui est sur une partie syndicale qui est nécessaire aussi. On le voit aujourd'hui, par exemple, le télétravail, il y a eu des négociations avec l'État. Et il y a besoin d'une notion de territoire, bien sûr. Mais on est structuré, beaucoup de syndicats, que ce soit la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, même la CGT, on a des structurations régionales qui, elles, sont sur le territoire et qui ont les interlocuteurs adéquats pour développer ce genre d'initiative. Voilà. Merci. Ça me fait une transition vers un petit mot que je voulais vous dire avant de passer dans les groupes de travail. Donc là, on a un témoignage d'un engagement personnel. Donc, c'est pour finalement dire que en tant qu'individu, nous avons tous plusieurs occasions de nous exprimer. Soit nous sommes salariés, soit nous sommes épargnants, soit nous sommes consommateurs. Dans toutes ces positions, nous pouvons nous exprimer. Le salarié, il peut s'exprimer par un engagement syndical, mais il peut aussi, par son action dans l'entreprise, ces remontées qu'il peut faire vis-à-vis de son employeur sur le comportement de l'entreprise, la raison d'être, son attachement à l'entreprise, il peut aussi marquer sa volonté. En tant qu'épargnant, vous avez aussi un pouvoir, enfin nous avons aussi un pouvoir, puisque quand nous sommes épargnants, nous allons placer de l'argent quand on en a, mais on en a en général, on a des possibilités de placement. Et donc là, on peut choisir l'endroit où on va aller. Est-ce qu'on va aller sur quelle entreprise? Est-ce qu'on va? Si on va sur le livret A, là, il n'y a pas beaucoup de discussion. Mais quand on est décidé à accompagner une entreprise en apportant son épargne, on peut aussi choisir où on va. Est-ce qu'on va sur des… Donc, regardez un petit peu les entreprises, comment elles se comportent sur l'environnement, comment elles se comportent sur les questions sociales, comment se comportent-elles sur les questions de gouvernance, de fraude, de corruption, etc. Et donc, à la fin, aboutir à une décision en disant j'y vais ou j'y vais pas. Donc, voilà. Et puis, troisième façon de s'exprimer, c'est en tant que consommateur. Quand vous achetez un produit, vous pouvez aussi avoir une idée sur la façon dont il a été fabriqué, la façon d'où il vient. Et donc, si vous exprimez, on voit, il y a déjà eu souvent des campagnes de boycott ou des campagnes de manifestations de mécontentement et ce sont des choses qui portent. Les entreprises regardent tout ça de très près. Elles sont très sensibles au risque de réputation. Et donc, quand leur réputation est atteinte, en général, elles redressent la barre. Donc, c'est une façon aussi pour chacun de nous de s'exprimer. Et puis, je dirais, dernier moyen de s'exprimer,
certains d'entre vous, et même probablement une grosse partie d'entre vous, sont parfois des employeurs, que ce soit pour des aides à domicile ou pour faire jardin ou autre. Et là aussi, dans notre position d'employeur, nous avons une responsabilité vis-à-vis des gens que nous employons. Donc, nous assurer que le salaire correspond à quelque chose qui assurera des moyens de subsistance normaux, nous assurer aussi que les horaires que nous exigeons ne sont pas non plus complètement fous. Donc là aussi, on doit avoir une réflexion sur la façon dont nous conduisons notre rôle d'employeur. Donc voilà, tout ça pour dire que des engagements, on vous en a proposé plusieurs. Donc, territoire zéro chômeur, accompagnement, solidarité nouvelle pour le chômage, le monde syndical, et puis à titre individuel, il y a plein de choses. Il y a plein de choses possibles. Donc voilà, je vois un petit mot, oui, effectivement, ça demande de l'information. Oui, il y a un petit mot qui est très juste et je peux développer 2 secondes là-dessus. En tant que consommateur, il est très difficile effectivement de se prononcer sur la façon dont le produit a été fabriqué. Donc, il faut savoir qu'il y a des travaux en cours pour essayer de mettre au point la traçabilité sociale des produits. Donc, vous savez que sur les étiquettes des produits, on arrive maintenant à avoir une qualification sur la consommation d'énergie. Nous avons l'ambition, il y a des travaux qui se conduisent là-dessus, pour qu'on arrive à avoir une idée de la façon dont le produit a été fabriqué. Donc, c'est évidemment difficile. Mais souvenez, par exemple, vous savez que sur les questions nutritionnelles, une application comme Yuka arrive à dire beaucoup de choses et a un vrai impact parce que les industriels regardent de très près la façon dont ils sont classés par ce genre de logiciel. Bon, donc il y a des gens qui voudraient. Je vais reprendre la parole, mais pour une petite conclusion assez courte, puisque nous avions dit qu'on terminerait à 13h. Donc, moi, il me semble que ce qui est apparu comme le plus fort ce matin, c'est la dimension chômage, qui évidemment est le premier sujet, si j'ose dire. Et là, on a tracé quelques pistes qui permettent à chacun de vous de s'engager sur ce terrain-là. Donc, que ce soit territoire zéro chômeur, solidarité nouvelle contre le chômage. Le deuxième point important, c'est la notion de territoire. Il me semble qu'on a fait apparaître que des actions pouvaient être conduites au plus proche du terrain de façon très concrète. Bon, maintenant, dans la première partie de notre matinée, nous avons évoqué des propositions qui sont plus des propositions institutionnelles. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi abandonner ces sujets-là. Ces sujets-là, ils sont plus dans la ligne de cette journée des semaines sociales qui traitait du lien social. Donc, vous avez vu que nos propositions, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles contribuent à recréer du lien entre les gens et du sens, de la raison d'être de l'entreprise. Donc, que ce soit la participation, l'intéressement, d'être présent au capital, d'être présent dans les conseils d'administration. Tout ça, ce sont des raisons pour des lieux de lien social. Donc, voilà, je pense que nous allons ensuite exploiter tous ces documents que vous avez bien voulu remplir. Et je conclurai peut-être en vous remerciant tous de votre présence et de votre fidélité jusqu'au bout. Donc, on a perdu quelques personnes, mais très peu finalement en cours de route. Et donc, voilà, le dernier slide vous donne rendez-vous pour samedi, pour demain. Il est affiché, je pense. Oui. Donc voilà, et merci à tous. Point important, vous avez également la possibilité, alors il y a des choses assez concrètes. Hein. Vous avez vu dans votre page des Semaines sociales de France, vous avez la possibilité, alors c'est différent d'une évaluation. C'est vraiment, suite aux ateliers qu'on a eus ce matin, quels seraient vos engagements, est-ce que vous avez envie de faire et comment vous voulez continuer
continuer finalement cet atelier de ce matin. Donc, je vous invite vraiment à aller remplir, à cliquer sur le formulaire et qui va vous amener à réfléchir. Alors, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire un peu plus tard, mais je vous invite à faire ça. Je vais mettre le lien pour ce formulaire directement, mais sinon, vous l'avez également dans votre page web qui correspond aux Semaines sociales de France. Ça a été un grand plaisir, je crois, d'être avec vous, avec toi ce matin, puis avec vous tous. On a été presque 90 personnes. On a eu des super intervenants. Donc, un grand bravo, un grand merci pour l'organisation. Voilà, merci à tous et bonne suite à la session annuelle des semaines sociales. Donc demain, il y a également un tas de choses passionnantes. Voilà, on quitte la réunion. Au revoir à tous. Écoute, on va téléphoner tout à l'heure.